une bonne partie de notre égarement, de notre difficulté à simplement commencer de réfléchir à ce qui se passe, c'est que le système d'information ou nos habitudes nous donne une vision extrêmement rétrécie de l'évolution sociale. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle la partie consciente du système d'information. La partie consciente, ça va être... Bon, les gens sont conscients de ce qui se passe des choses dans le domaine technologique, mais surtout, si on regarde la télévision, si on lit la presse, on aura l'impression que les choses importantes, et à court terme, ça va être la politique et l'économie. Ça va être le taux de chômage, c'est important, il faut gagner sa vie. Je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas important. La politique, alors là, en France, dans le cas de la France, je ne sais pas si on peut dire vraiment que Macron c'est important, mais c'est de la politique et il y a de l'information. Et puis, on s'arrête à cette couche consciente. Et tout l'effort de cette vision de l'histoire, de cette esquisse de l'histoire humaine, c'est de l'enrichir par une description de couches subconscientes et inconscientes. Alors, quand je dis esquisse de l'histoire humaine, les gens vont penser que d'ambition, c'est exagéré, même une vie de chercheur. Non, l'important, c'est le mot esquisse. Et esquisse, ça veut bien dire qu'il ne s'agit pas de tout dire, que c'est imparfait, que ça va s'occuper simplement de certaines variables et qu'il n'est absolument pas question d'apporter une réponse ou une description définitive, complète, etc. Pour moi, c'est le mot esquisse qui est important et le mot esquisse est modeste. Alors, les couches subconscientes et inconscientes de la vie sociale et de notre histoire, qu'est-ce que c'est ? Je vais en parler. Je ne vais pas suivre l'ordre chronologique du livre. On ne peut pas résumer en une conférence de 45 minutes ou 1 heure un livre de 480 pages qui vous a pris 7 à 8 ans à écrire. Ça serait ridicule. Mais je vais plutôt donner un exemple du genre de choses qu'on observe dans l'histoire quand on descend en fait du conscient vers l'inconscient. Donc le subconscient dont on parle, ça va être l'évolution de l'éducation. Alors pourquoi subconscient pour l'éducation ? L'éducation, c'est subconscient parce que les gens savent que ça existe, les gens savent que c'est important. Au fond d'eux-mêmes, d'ailleurs, les parents vivent maintenant dans la terreur ou dans l'obsession de ce qui va arriver à leurs enfants sur le plan éducatif, puisque leur destin économique ultime semble en dépendre. Mais je dirais que les analystes, les historiens et tout le monde ne se rendent pas compte que le mouvement de l'éducation est la substance même de l'histoire, que c'est plus important que l'économie, que ça vient avant l'économie. Et que, par exemple, un pays qui est dynamique sur le plan éducatif sera inévitablement dynamique sur le plan économique. Et donc c'est en ce sens que la variable d'éducation est subconsciente. Et puis, au-dessous de l'éducation, il y a une variable qui, selon les cas, va être subconsciente, inconsciente. C'est la variable religieuse, dont je parlerai un petit peu moins, mais un petit peu quand même. Et puis, l'inconscient, c'est ce qui a été présenté dans cette introduction trop bonne et qui m'a plombé mon début de conférence. C'est, bien entendu, les structures familiales, plutôt les valeurs qui organisent les structures familiales et qui déterminent des tas de choses. Alors, je vais commencer par donner un exemple du genre de vision de l'histoire des derniers siècles que donne une analyse par l'éducation. C'est-à-dire on sort de ces modèles économistes, on arrête de s'intéresser au produit intérieur brut et on admet que ce qui est important, l'axe central de l'histoire humaine et ce qui a mené dans la phase la plus récente de l'histoire humaine l'Europe,
puis l'ensemble du monde occidental, Japon inclus, à sa situation de domination, c'est le progrès éducatif. Donc vous partez du Moyen-Âge, vous avez quelques moines qui savent lire et écrire, et puis les commerçants apprennent à lire et écrire, et puis à partir de la réforme protestante, vous avez une accélération formidable, et vous avez le démarrage d'un processus d'alphabétisation universelle, et petit à petit, Europe protestante d'abord, puis reste de l'Europe, l'ensemble de la population apprend à lire et écrire. Ça a des conséquences, bien entendu, sur le développement économique. Je veux dire, rien de plus efficace qu'une population capable de lire un mode d'emploi, hein, un appareil quelconque, mais ça a un impact radical en termes de structuration de la vie sociale. Lawrence Stone, un historien anglais, avait remarqué que les révolutions anglaises du XVIIe siècle, la révolution française du XVIIIe, puis la révolution russe du début du XXe, avaient suivi un moment où la population jeune, masculine, avait dépassé un certain seuil d'alphabétisation. Et bien entendu, l'alphabétisation de masse, c'est la base fondamentale de la vie démocratique. C'est à partir du moment où, c'est même avant que tout le monde sache lire et écrire, mais à partir du moment où la société commence à pressentir que tout le monde peut apprendre à lire et écrire, et que ça n'a pas resté le privilège d'une case, d'une classe, d'un groupe, et ben se répand ce que j'appelle un subconscient social égalitaire, et on voit, je veux dire, ce phénomène que Tocqueville percevait comme providentiel, au sens religieux, inévitable, et ben, la démocratisation, qui prend des formes différentes dans les divers lieux, mais vous avez, comment dire, quelque chose qui semble irrésistible. Ça a bien été étudié par les historiens, mais dans ce livre, je poursuis la logique jusqu'au bout, et quelque chose que j'avais déjà amorcé dans l'illusion économique en 1997, c'est que après le développement de l'éducation primaire, qui porte la démocratie de façon à peu près, semble-t-il, irrésistible, vous avez le développement du secondaire et du supérieur. Et le développement du secondaire et du supérieur, c'est la suite de l'histoire, mais ça devient une autre histoire. Et alors, dans un premier temps, l'enseignement est un tout, le progrès du niveau éducatif est un tout. Et dans un premier temps, les gens se sont simplement dit, plus d'étudiants, c'est juste la suite, c'est plus de démocratie, avec une sorte de connotation, d'association de tout ça à des valeurs de gauche. Et puis, ensuite, on a vu autre chose.